Nous tenons à préciser que depuis le tournage de ce documentaire, les habitants du bâtiment cité ont été expulsés. Certains ont été relogés, contrairement à d'autres. L'immeuble a été muré en vue d'une vente prochaine, selon un article du Parisien. Ce documentaire reste un outil pédagogique permettant à chaque citoyen d'apprendre ou de consolider ses connaissances en matière d'hébergement d'urgence. Il permet également de mettre en lumière la manière dont la ville de Sevran, représentée par Stéphane Blanchet, gère ces situations parfois désespérées pour des familles fragilisées. La lutte contre le sans-abrisme et l'habitat indigne est une mesure phare du plan quinquennal du président Macron. Il a dit le 27 juillet 2017. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Lors de ses vœux 2018 aux Français, il dit également: Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri. Le gouvernement s'est beaucoup engagé ces derniers mois en cette direction et a beaucoup amélioré les choses, mais il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables et que je n'accepte pas davantage que vous. Nous continuerons donc l'effort indispensable pour réussir à pleinement respecter l'engagement que j'ai moi-même pris devant vous. Comptez sur ma détermination entière en la matière. 2 ans plus tard, associations et médias font le bilan et estiment que le président a failli à ses engagements. Les bâtisseurs d'égalité se sont intéressés à la politique menée localement sur cette thématique, notamment à Sevran, au 8 rue Pierre Brossolette, qui abrite régulièrement des personnes en situation d'urgence. Ce bâtiment est une propriété de la ville de Sevran. Voici quelques images de son environnement extérieur. Les bâtisseurs d'égalité sont allés à la rencontre de ses habitants pour savoir comment la ville gère ces situations parfois désespérées. Bonjour, je suis Sullivan, porte-parole du mouvement de rassemblement citoyen Les Bâtisseurs d'égalité. Actuellement, nous réalisons un reportage sur les habitants du 8 rue Pierre Brossolette à Sevran. À ce titre, je vais vous laisser le soin de vous présenter et nous raconter votre histoire. Alors bonjour, moi c'est Pedro Milan. Je suis à Sevran depuis 2011. Alors bonjour, je suis Madame Delahaye. Je suis dans les lieux depuis novembre 2016. Donc bonjour, moi c'est Boris, originaire de Sevran. C'est qu'en fait j'ai acheté un appartement malheureusement dans un immeuble où on devait éventuellement faire des travaux, qui a été mis en arrêté de péril. Donc en gros, donc ils ont appelé l'expert pour le jeudi, le vendredi il y avait l'arrêté, ils nous ont laissé jusqu'au lundi matin pour décamper. Alors juste pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, un arrêté pour péril imminent, c'est-à-dire que le bâtiment comportait un danger imminent pour les habitants qui nécessitait qu'il soit temporairement... J'ai le temps des travaux. Donc voilà. Donc le lundi arriva et en fait on a accompagné de la police à 8h du matin, on nous a tous mis dehors. Mon fils il a même pas terminé son bureau, à vrai dire, on était tous dehors et nous ne sachant pas quoi faire, on s'est dirigé au même titre que tous les gens à la mairie, etc. Et la mairie nous a dit texto, on s'occupe que des locataires, tous les propriétaires, vous devez savoir ce que vous faites. Et on leur a dit écoutez, nous notre famille est à l'étranger, on n'a rien. Et ici aujourd'hui on a de l'argent mais on n'a pas de toit sur la tête. Et à la fin ils nous ont expliqué, ils nous ont dit écoutez vous appelez le 115. Sans vous proposer aucune solution, aucune alternative. Non, aucune solution. La première semaine on dormait, mon fils faisait la sieste dans la voiture, tout le monde le voyait dormir. Voilà, un bébé il faut avoir un micro-ondes, une petite cuisine, un point chaud, une baignoire et pour lui ça peut être un danger. Pendant 1 an et demi j'étais à l'hôtel, j'ai dû assumer l'hôtel. C'était à votre charge. À ma charge, ouais. Faut se mettre à la place de la personne qui achète quand même.
On a un crédit, donc on ne peut pas forcément payer de loyer immédiatement, etc. Moi, je leur ai dit, moi je suis rentré dedans, je leur ai dit, écoutez, ça va être simple, hein, soit vous me donnez un logement, soit j'appelle TF1, j'appelle BFM, j'appelle tout le monde, tous les médias. Qui vont nous donner plus par contrainte et par peur que par véritable solidarité. Jusqu'au maire quand même. Je suis monté jusqu'au maire, je suis monté jusqu'à l'adjoint au maire, tout le monde a entendu parler de notre histoire et ça pouvait aller très très loin. C'est-à-dire que je ne me suis pas laissé faire à ce moment-là. Et donc ça a mis 1 an et demi pour qu'ils m'attribuent cet appartement. C'est vrai qu'on a vraiment bataillé beaucoup pour avoir ce logement au 8 rue Pierre Brosselette. Aujourd'hui, on est très content d'être ici. Avant, j'étais en studio privé. Mes propriétaires ne m'ont pas laissé le temps de trouver autre chose. Donc, j'ai fait appel au service logement de Sevran. Ils ont vendu leurs biens, ce que vous avez à la rue? Exactement, ils ont vendu leurs biens et ne m'ont pas laissé le temps de me retourner. Donc, j'ai fait appel au service logement de Sevran. Qui eux m'ont trouvé donc dans l'urgence cet appartement donc, qui se situe au 8 rue Pierre Brosselette. En combien de temps à peu près vous ont trouvé cet appartement? Ça s'est fait très vite, au bout de 2 mois, ils ont réussi à me trouver cet appartement-là en urgence. Et pendant ce temps-là, vous avez fait comment? Eh ben, j'ai été chez l'un et chez les autres. Donc, j'ai des amis qui ont été très gentils de me loger avec mes 2 enfants de 8 et 15 ans. Cet appartement vous a été attribué donc à titre d'urgence. C'est plutôt alors un logement d'urgence, un hébergement d'urgence. Est-ce qu'il y a un bail? Est-ce qu'il y a une convention? Il est nécessaire de préciser la différence entre logement d'urgence et hébergement d'urgence. Dans un premier temps, il est important de distinguer la différence entre logement et hébergement. Dans le cas du logement, même temporaire, les locataires ont un statut d'occupation, bail ou contrat de résidence avec des droits commun qui garantit le maintien dans les lieux et réglemente l'expulsion, et des devoirs, payer son loyer et entretenir l'habitation louée. Les personnes paient un loyer et peuvent, si besoin, bénéficier des aides personnalisées au logement versées par la caisse d'allocation familiale. Dans le cas de l'hébergement, il n'y a aucun titre d'occupation. Un contrat peut être parfois signé entre l'hébergé et le centre, mais celui-ci est plus un outil éducatif qu'une pièce juridique. Les bénéficiaires, car ils ne sont pas locataires, ne paient pas de loyer, mais paient éventuellement une participation aux frais d'hébergement qui doit être proportionnelle aux ressources. Ces personnes ne bénéficient pas des protections et des droits des locataires. Par exemple, ils n'ont pas le droit à l'APL et sont soumis à un règlement intérieur. Ainsi, la fin de l'hébergement peut être ordonnée par les responsables du centre d'hébergement pour le simple motif de non-respect du règlement intérieur ou pour le fait que la personne ne respecte pas le contrat engagé avec le centre, démarche d'insertion, de soins, etc. En résumé, l'hébergement est provisoire et le bénéficiaire n'est pas chez lui. Alors nous, on nous a fait un bail sans date, c'est-à-dire le temps de pouvoir se reloger ou que notre appartement se refasse ou que les travaux se refassent, etc. Donc c'est vrai que nous on avait un bail sans date forcément, mais on a eu 1 an et demi de galère, ils l'ont vu. On dormait devant la mairie pour qu'ils nous attribuent un logement. Après visualisation du dit bail, nous avons découvert qu'il s'agissait en réalité d'une convention de mise à disposition à titre précaire et révocable d'un logement, non pas d'un bail. L'habitant bénéficie donc de cet appartement à titre d'hébergement d'urgence. Étant donné que vous aviez été relogé dans l'urgence, est-ce que le loyer était adapté en fonction de vos ressources? Parce que c'est une des conditions de l'hébergement d'urgence, à savoir que déjà le loyer n'est pas obligatoire et lorsqu'il est instauré, il doit être proportionnel aux ressources du foyer familial. Alors moi, mon épouse ne travaillant pas, ils m'ont donné un loyer. Alors je peux donner le montant voilà, donc ils m'ont donné un loyer à 295 € par mois. Sachant que j'ai un crédit derrière, et ils le savaient. Donc j'ai un crédit derrière, donc je dois payer mon crédit, je dois payer le loyer, je dois payer les factures, je dois payer le DF, tout ce qui se paye aujourd'hui. Pourquoi la ville a-t-elle mis autant de temps à accorder un logement à cette famille qui a été contrainte de dormir dans la rue avec un enfant en bas âge? Comment se fait-il qu'un habitant ayant déjà un crédit à payer soit contraint par la ville de s'acquitter d'un loyer lorsque la loi permet de l'héberger à titre gracieux? Pourquoi le mettre dans une situation aussi précaire, le contraignant chaque mois à des dépenses faramineuses? Alors moi je suis pas hébergé à titre gracieux. Donc en gros il y a eu 3 apparts de libre ici.
Et puis j'ai saisi l'opportunité, j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de prendre un appart en sachant que j'ai un dossier qui est en attente depuis un moment. Et aujourd'hui, est-ce que la municipalité de Sevran vous a contacté pour essayer de voir comment régulariser peut-être cette situation, vous donner un bail ou un titre d'hébergement ou une convention? Non, pas encore, ils ne m'ont pas encore contacté, mais je pense que c'est moi qui irai vers très bientôt. Ils vous ont proposé un bail, un logement d'urgence ou un appartement à titre gracieux? Comment ça s'est passé? Ils m'ont dit que c'était un logement d'urgence pour 6 mois et qu'après ils allaient me trouver autre chose. Parce que le logement d'urgence, généralement, d'après ce qu'ils m'ont dit, ça ne dépasse pas 6 mois, 1 an. L'article L345-2-3 du Code de l'action sociale et des familles expose: toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation. Ils m'ont dit qu'ils allaient me contacter pour la signature du bail. Jusqu'à maintenant, j'attends. Donc depuis que vous êtes arrivé dans les lieux, vous n'avez aucune convention, aucun bail et donc pas de loyer non plus à vous acquitter. C'est ça exactement, pas de loyer, pas de quittance. J'ai juste mon contrat d'EDF que j'ai fait, mais pas de bail, pas rien. C'est comme si j'étais en... Sans droit ni titre, on va dire. Sans droit ni titre, exactement, c'est ça. Donc moi je les ai relancés plusieurs fois, mais sans succès. Donc voilà. Pourquoi la ville de Sevran n'a-t-elle pas régularisé la situation de cette personne? En cas de litige, comment peut-elle justifier sa présence dans l'appartement avec sa famille? N'est-ce déjà pas faire preuve de discrimination que de ne pas accorder les mêmes droits à l'ensemble de ses résidents temporaires? Un article du Parisien datant du 3 septembre 2019 mentionnait: faute d'entretien, les lieux sont par ailleurs devenus insalubres, une vraie poubelle. Qu'en disent les habitants de cet immeuble? Et donc aujourd'hui, vous plaignez un peu de ce manque d'entretien de la part de la mairie au niveau du bâtiment? Ah oui, moi j'en peux plus. Et les autres locataires aussi. Comme on n'est plus dans le bâtiment, donc on se côtoie tous et on n'en peut plus. On n'en peut plus et moi j'ai hâte de partir. Je cherche même hors mairie pour pouvoir partir de cet endroit. C'est pas possible, je peux pas. Après, au niveau de ce bâtiment, c'est un peu plus compliqué parce que à l'époque, c'était le quartier, c'était un peu ghetto, les bâtiments c'était un peu ghetto. Et c'était le seul bâtiment, celui-là en fait, qui était propre dans le quartier puisqu'il est situé juste à côté de l'école maternelle en fait et l'école primaire. Donc c'était le bâtiment et le hall le plus propre. Il y avait à l'époque, c'est des professeurs qui étaient là ou peut-être des fonctionnaires de la ville. Et puis là, durant ces dernières années, bizarrement, tous les halls du quartier, tous les bâtiments sont propres. Donc il y a eu une évolution et là, à côté de l'école, c'est le seul bâtiment en fait qui est laissé à l'abandon. Alors moi, quand je suis arrivé, il m'avait dit que toutes les fenêtres de l'immeuble allaient être changées. Donc ça fait déjà 2 ans et demi, on attend encore. Les dégradations en fait s'accumulent non pas par les jeunes mais aussi par le temps. Donc à force de ne rien faire, ça se dégrade automatiquement. La peinture, la tuyauterie, la plomberie, le chauffage des parties communes, les escaliers, les plafonds. C'est moi qui ai dû appeler plusieurs fois pour des inondations par exemple, de leur logement. C'est moi qui fais la moitié. Je dois faire peut-être 35% de leur boulot. Mais c'est vrai qu'en fait, il y avait un appartement où il y avait une fuite de radiateur. Ça a duré 4 mois. 4 mois? 4 mois, justement pour qu'ils se déplacent. Il peut y avoir un danger parce que si ça touche un compteur électrique... Voilà, c'est pour ça en fait qu'on avait on paniquait. Il y avait peut-être 1 ou 2 cm d'eau dans tout l'appartement. La deuxième chambre, on ne peut pas y vivre. C'est humide, moisissure, donc mes enfants ne peuvent pas dormir dedans. Donc les 2 petits, ma grande de 9 ans et moi et mon mari dormons dans le salon. Qu'en est-il de l'accompagnement accordé à ces familles? L'article L345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles expose: toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale
a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orienté vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. Lorsque vous êtes hébergé à titre d'urgence, logiquement, il doit y avoir un accompagnement qui est fait pour les familles et proposer des solutions alternatives pour essayer de trouver une solution plus pérenne et beaucoup plus stable. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que c'est le cas des autres personnes qui habitent ce bâtiment à votre connaissance? Non, personne. À vrai dire, ils nous ont mis là. Et ils attendent. Alors moi, je sais qu'ils ont envoyé plusieurs courriers à plusieurs locataires pour qu'ils puissent partir de fin de contrat. Comme ça, du jour au lendemain, sans leur proposer forcément un logement ou quoi que ce soit. Hein. J'ai eu une proposition d'appartement derrière la gare de Bedotte. Un appartement que j'ai refusé. Hein. Je suis allée visiter avec mes enfants. Cet appartement-là, j'ai refusé. Je suis allée l'année dernière, au mois d'avril, déposer un renouvellement de dossier donc à la mairie de Sevran. J'ai été reçue par une dame qui m'a stipulé que je n'aurais pas le droit d'avoir d'appartement dans le 93 parce que j'étais blanche. Ça n'a pas été dit sur le ton de la plaisanterie, c'était quelque chose de sérieux. Non, du tout, c'était vraiment du sérieux. Où en est cette demande de logement que vous avez réitérée? Est-ce que vous avez eu d'autres propositions ou est-ce que pour l'instant vous êtes vraiment laissé de côté avec l'impossibilité de trouver quelque chose de plus stable? Ah, mais je suis mise de côté, ça c'est à 100%. Et j'ai fait des relances, j'ai voulu voir le maire. Sa secrétaire m'a dit que le maire ne recevait pas pour les problèmes de logement. Je ne sais pas où me tourner, où demander de l'aide pour pouvoir être logée. Et le maire, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas recevoir les gens qui ont besoin de lui. Parce qu'il est là pour nous aussi, il est là pour sa population. Alors comment vous expliquez, vous aujourd'hui qui avez grandi à Sevran, qu'il y ait des appartements de disponibles et vous avez fait une demande depuis plus de 3 ans, vous l'avez renouvelée, il y en a une nouvelle qui a été faite il y a 8 mois. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il soit aussi difficile d'obtenir un appartement sur la ville de Sevran, même lorsqu'on a grandi depuis des années? Franchement, sincèrement, j'arrive pas à comprendre. Donc, à la rigueur, s'il n'y avait pas d'appartement de disponible, je pourrais comprendre. Mais moi, étant d'ici, ayant fait aussi plusieurs recherches, j'ai vu qu'il y avait plusieurs appartements disponibles. Et donc je trouve pas ça normal. Donc je sais pas, peut-être que le travail n'est pas assez bien fait, peut-être que plus haut ils sont en manque de personnel, ou peut-être qu'ils font semblant de voir. Et, franchement, je sais pas, mais je trouve ça dommage. Parce que je pense qu'il faudrait juste faire une liste des appartements qu'il y a de libres sur la commune, et je pense que les gens seraient assez surpris. Vous n'avez pas la peur ou peut-être l'appréhension que la ville de Sevran vous demande de quitter les lieux? Non, moi perso j'ai pas peur parce que c'est leur rôle, hein. Moi je suis un citoyen. Donc s'ils me mettent dehors, c'est pour me mettre où? C'est que dans le même bâtiment, il y en a 4 quasiment de libres. C'est pas normal. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de logement dans un bâtiment. Tu te rends compte, 4, c'est chaud. Il y a 1 ou 2 apparts, ils sont vides depuis 3-4 ans ici. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose, il y a bien un problème. Moi je trouve ça bête quand quelqu'un trouve un logement en plus qui est vide, de vouloir le déloger. Parce que de toutes les façons, tu seras obligé de le reloger. Quand tu vas déloger une personne, quand tu vas déloger quelqu'un, tu la déloges, d'accord? Donc déjà, c'est de l'argent perdu en termes de frais administratifs. D'accord? Après, tu installes une porte Citex. Ça coûte plus de 20 000 €. Tu te rends compte juste pour un appartement. Tu te rends compte le temps, l'énergie que tu perds et l'argent que tu perds juste pour un appartement. C'est juste au bout d'un moment, il faut réfléchir.
Voilà, c'est tout. Si les gens n'arrivent pas à comprendre ça après, moi je peux rien faire pour eux, mais de toutes les façons, je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour se battre et pour faire en sorte que chacun ait un toit. Vous, comment vous avez vécu ça? Parce que vous avez quand même un enfant en bas âge, il y a votre épouse avec vous, ça engendre quand même des frais conséquents, peut-être des difficultés financières. Vous, psychologiquement, comment vous l'avez vécu avec votre épouse? C'est compliqué parce que là, c'est soit vous êtes solide, soit vous pensez directement au pire. Donc il y avait deux solutions, soit c'était le pire, alors moi j'ai pensé au pire, et puis après je regardais mon fils et je me disais, moi comme j'ai pas eu la chance d'avoir aussi un papa assez présent, donc c'est lui qui m'a motivé pour sortir de là, et donc j'ai dû travailler. Donc aujourd'hui j'ai 3 métiers, j'ai 3 travails complètement différents, donc 3 boulots, donc voilà, et pour Simplement pouvoir subvenir aux dépenses qui ont été engendrées par toute cette problématique. voilà, donc c'est ça le truc, c'est qu'en fait on nous a tellement pris à la gorge en termes d'argent qu'aujourd'hui j'étais obligé d'accumuler les travails les uns sur les autres, pour pouvoir justement pouvoir payer toutes les factures, etc. On a dû en arriver là. Ma femme elle a perdu son travail en 2016 à cause de ça aussi. Donc elle était assistante maternelle, elle pouvait plus travailler, il n'y avait plus de logement. Donc là c'était un gros problème au final. Donc moi quand je suis parti à ma banque, ils me disaient que c'était la première fois qu'ils entendaient ça, une histoire pareille. Donc voilà, donc j'ai dû tout assumer depuis quasiment 3 ans et demi, 4 ans. C'est depuis le 13 juin 2016 que le péril est arrivé, quoi. Je veux bien qu'on ferme un immeuble pour insalubrité, mais il faut savoir aussi que les gens ont acheté cet appartement et que nous on paye les impôts de la ville. Donc j'étais bien content de les trouver, ces impôts-là. Donc à la fin on peut pas dire tiens on vous met dehors, vous continuez à payer les impôts, vous êtes à la rue et puis vous vous débrouillez. En gros, c'est ce qu'ils ont fait avec nous. Au vu de la situation que vous traversez et des difficultés que vous rencontrez, psychologiquement, comment vous avez vécu cette période et comment vous la vivez encore actuellement, sachant que vous avez des enfants en bas âge en plus? J'encaisse. Je prends sur moi. J'essaie de pas trop montrer, surtout à mes enfants, qu'il y a des moments je vais très mal parce que c'est un ras-le-bol en fait. Un peu plus de solidarité de la part des citoyens que de la part de l'administration qui, elle, a des devoirs en la matière. Oui, c'est ça exactement. Plus de solidarité entre nous, entre les locataires qui vivent ici, plus que ce que le maire devrait faire. Donc heureusement qu'il y a des personnes qui sont là pour nous soutenir. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent que dans des situations de fragilité sociale, ils trouvent beaucoup de réconfort et de solidarité de la part de leurs concitoyens tout simplement, et non pas peut-être de l'administration et de l'État qu'ils devraient. Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous aussi c'est votre cas? Ouais, c'est ça qui est dommage. Voilà, c'est pour ça que dans les cités en plus particulièrement, on fait pas confiance aux politiques. On fait pas confiance parce que ils font pas leur travail. Si vraiment ils avaient fait leur travail, il y aurait eu des résultats positifs. Je pense qu'au lieu de parler, de blablater et tout ça, ils devraient plus être dans l'action. Le problème, c'est que nos politiques, ils arrivent, ils nous regardent un peu de haut, ils nous serrent la main, ils sourient, bonjour, au revoir. T'as un problème, t'inquiète pas, je vais t'aider, prends rendez-vous dans mon bureau. Tu vas prendre rendez-vous, ça va prendre 10 piges, tu comprends? Quelles sont aujourd'hui vos attentes concernant la mairie? À qui appartient ce bâtiment quand même? Elles vous ont relogé à titre d'urgence. Bon, ils n'ont pas régularisé votre situation, ils ne vous ont pas fait de propositions adaptées. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Si aujourd'hui des choses devaient être faites, quelles seraient vos attentes? Je souhaite que le maire se réveille et qu'il pense à nous et qui vienne nous voir, même pourquoi pas. Pourquoi pas, il viendrait voir l'état du bâtiment et venir nous rencontrer et qu'on puisse, pourquoi pas, se réunir autour d'une table avec le maire et pouvoir discuter de ce qu'on pourrait faire. En espérant que ce qu'on fait et ce que vous faites, vous, pour nous, le maire se rendra compte qu'il faut qu'il fasse quelque chose et qu'il nous viendra en aide, qu'il viendra voir les conditions et j'espère qu'il fera quelque chose pour
pour qu'on puisse être logé ailleurs. Alors aujourd'hui, qu'ils nous considèrent davantage, c'est-à-dire qu'ils prennent, qu'ils puissent créer au moins une réunion avec les locataires pour voir un petit peu ce qu'on voudrait. Le même article du Parisien relate: d'ici l'automne, la ville va vendre l'immeuble à l'un des bailleurs présents sur la commune. Les habitants étaient-ils au courant de cela ? Après, on entend beaucoup de choses aussi sur cet immeuble-là. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est des rumeurs, etc. Qu'entendez-vous ? Alors, comme quoi, ils veulent tous nous faire partir, donner l'immeuble à un bailleur. Donc, ils n'ont pas pris contact avec nous pour savoir ce qu'il en était de notre situation. Aussi, donc ça c'est important de savoir si on a trouvé un logement, s'ils vont nous affecter dans un autre logement. Et aujourd'hui, moi je pense qu'ils veulent tout gratuitement. C'est-à-dire ils veulent qu'on parte de nous-mêmes. Qu'on trouve un appartement. Pour les laisser en fait, pour qu'ils aient ça en moins à faire. Qu'adviendra-t-il de ces habitants dans les prochaines semaines ? Le bâtiment, en cas de vente à un bailleur, comme le prétend la ville, doit être totalement inoccupé au moment du rachat. Que va faire la ville de toutes ces familles possédant pour la plupart des enfants ? Va-t-elle les mettre à la rue ? Les remettre en situation de grand danger alors qu'ils possèdent, malgré toutes les difficultés rencontrées, un toit sur la tête ? Cette démarche s'inscrit-elle dans la volonté gouvernementale d'éradiquer le sans-abrisme ? Certaines de ces personnes attestent avoir déjà pensé au pire. Les remettre à la rue n'aurait-il pas comme conséquence de les faire penser de nouveau à des actes désespérés ? L'article 223-13 du Code pénal mentionne: le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les habitants de l'immeuble sont déterminés à faire valoir leurs droits et à ne pas se laisser faire. La ville est censée leur apporter un soutien et une protection, non pas les mettre à la rue avec leurs enfants. Les bâtisseurs d'égalité apporteront leur soutien, dans le strict respect de la loi, à ces personnes en situation de grande détresse sociale et psychologique. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie d'abord d'être là et de nous venir en aide aussi, et de recueillir nos témoignages, en espérant que tout ce que vous faites aboutira à quelque chose de positif. Et je vous dis un grand merci. L'égalité, c'est lorsque la solidarité se met en action.